Alors, bonjour à tous. Donc, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'ici, il n'y a pas de micro. Normalement, ça doit aller quand même. Sauf si vraiment c'est insupportable, auquel cas je vais chercher un micro à l'accueil, mais je pense que ça va comme ça. Ok. Donc, aujourd'hui, on reprend notre CM et vous vous rappelez qu'on en était au concile de Nicée et à la gestion de la crise des Ariens. Alors, donc on reprend rapidement où on en était. Donc, je rappelle que en 325, Constantin réunit un concile à Nicée pour gérer la question des Ariens qui divisent l'Empire. Lors du concile, plusieurs positions s'opposent, qui sont défendues par différents personnages. Il y a d'abord la position qui sera adoptée finalement, qui est celle qu'on appelle ensuite position nicéenne, défendue par Alexandre d'Alexandrie et son diacre Athanase, qui mettent en avant une égalité entre les trois personnes de la Trinité et une absence de hiérarchie. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux en nature, ils sont de même nature, et ils sont donc parfaitement à égalité. Il n'y a pas de hiérarchie entre les trois personnes. La position qui est défendue par les Ariens, donc d'abord Arius et un de ses principaux suiveurs qui est Eusèbe de Nicomédie, est que seul le Père peut être qualifié de Dieu et que le Fils est simplement un homme, et donc il est d'une nature différente, et cette nature humaine fait de lui un inférieur par rapport au Père qui est le seul à avoir une nature divine. Et une position intermédiaire qui émerge aussi à Nicée, qui est celle défendue par Eusèbe de Césarée, à savoir que la nature du Père et du Fils est identique, tous deux sont de nature divine, mais qu'il existe tout de même une hiérarchie
qui fait du fils un inférieur par rapport au père. Donc ce sont les trois tendances qui sont présentes avant le concile, à l'issue duquel on décide finalement de trancher la question en rédigeant un symbole de foi, un credo, qui fixe le dogme, et le dogme met en place l'idée d'homoousia, c'est-à-dire de nature identique, de telle sorte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont considérés comme étant de même nature et étant à égalité. Donc on en était à peu près là, et on s'était aussi arrêté sur les conséquences de ce concile de Nicée. La première étant que ceux qui refusent d'adopter le dogme fixé à Nicée, en l'occurrence les Ariens, sont excommuniés, et font aussi l'objet de procédures pénales qui, notamment, les contraint à l'exil. Par ailleurs, d'autres questions sont aussi réglées lors du concile, notamment la date de la fête de Pâques, qui, je le rappelle, est une date mobile, fixée selon le calendrier lunaire, et le choix aussi de Rome et Alexandrie comme sièges religieux principaux de l'Empire. Toutefois, ça ne règle pas durablement la question des Ariens, qui continuent d'exister de manière très vivace dans l'Empire, sur quoi on va justement s'arrêter. En effet, après le concile de Nicée et donc la victoire de la position nicéenne, les choses ne sont pas réglées, notamment parce que dès le règne de Constantin, on observe un revirement de l'empereur qui, petit à petit, prend finalement parti pour la question arienne. Donc, ça passe par plusieurs mesures. D'abord, le retour d'exil de plusieurs des Ariens, et un événement très symbolique qui est celui du baptême de Constantin en 337. Et je rappelle que Constantin est baptisé par Eusèbe de Nicomédie, qui est un évêque arien, ce qui marque bien le changement de position impériale. Plusieurs personnages dans le camp nicéen se remobilisent pour faire valoir le dogme qui a été fixé lors du concile de Nicée et qui désormais semble être un peu oublié face à ce revirement impérial. Donc les deux figures dont il est question ici et dont on va reparler parce qu'ils joueront un rôle important par la suite sont Athanase, l'évêque d'Alexandrie, qui était le diacre d'Alexandre d'Alexandrie et l'a remplacé à la tête de l'évêché d'Alexandrie, ainsi que Hilaire, l'évêque de Poitiers, qui se mobilise tout particulièrement en Occident. Donc, à la mort de Constantin, on note que c'est plutôt la position arienne qui l'emporte et qu'on a désormais 4 tendances majeures. La première, c'est celle donc des Nicéens, fixée par le fameux concile, qui correspond à l'idée que le Fils est homoousios, c'est-à-dire de même nature que le Père, position des Nicéens. Il existe aussi une position qui est appelée homéousienne, l'idée étant que le Fils n'est pas homoousios, mais homoiousios, c'est-à-dire d'une nature non pas identique, mais semblable. Donc là, vous avez la voix qui est celle des Nicéens et de Nicéens, disons, modérés, qui ont déjà transformé légèrement la vision adoptée au concile de Nicée, mais qui sont toujours du côté du dogme. De l'autre côté, vous avez les positions des Ariens. La position la plus répandue, c'est celle d'un arianisme modéré, qui est celui des gens qu'on appelle les homéens, qui considèrent que le Fils et le Père sont semblables, sans qu'on ne puisse définir s'ils sont semblables en nature ou en puissance ou quoi que ce soit, mais on met en place l'idée d'une similarité entre le Père et le Fils. Et la vision la plus extrême,
c'est celle de ceux qu'on appelle anoméens, ou eunoméens parce qu'ils suivent un personnage appelé Eunome, qui prônent que le fils n'est pas semblable au père et qu'ils sont parfaitement distincts. Et donc ça correspond à la ligne proposée par Arius au démarrage de ses réflexions théologiques. On s'était aussi arrêté donc, sur la question de la divinisation chrétienne de Constantin. Je ne reviens pas sur ce point. Et on en était donc à la question de la succession de Constantin. En effet, donc en 337, Constantin meurt et se pose la question de savoir qui va reprendre la tête de l'Empire à sa suite. Constantin, je le rappelle, avait plusieurs fils. D'abord, un premier fils qui s'appelle Crispus, né de son premier mariage, sur qui normalement reposaient les espoirs de succession, mais qui en fait a été éliminé de la succession, puisque condamné à mort en 326, parce que, je le rappelle, il était embarqué dans un complot, si on est très positif, ou dans des questions judiciaires, qui l'accusait donc de viol sur sa belle-mère Fausta. Donc, de savoir s'il s'agit d'un complot ou d'une réalité n'est pas la question ici, hein, de toute façon, on ne pourra pas trancher. Toujours est-il qu'il est éliminé du paysage et que la succession repose désormais sur les 3 fils de Constantin, nés de son second mariage avec la fameuse Fausta, qui sont donc Constantin II, Constance II et Constant. Constantin a aussi des demi-frères, qui sont les fils de son père Constance Chlore et de sa deuxième épouse Théodora. Il s'agit de Jules Constance et de Flavius Dalmatius, qui sont donc les demi-frères de Constantin et qui, à ce titre, pouvaient aussi prétendre à l'Empire et à lui succéder. Constantin avait imaginé un système de type tétrarchique familial qui aurait fait intervenir ces différents personnages. Son idée était qu'on aurait en Occident son fils Constance II, qui aurait été Auguste, et qui aurait eu un César, son jeune frère Constant. Tandis qu'en Orient, Constance II, fils de Constantin, aurait régné avec Dalmatius, le demi-frère de Constantin. Mais lorsque Constantin meurt en 337, il n'a pas désigné de manière explicite ces différents personnages comme devant lui succéder. De telle sorte que se met en place une guerre de succession qui voit l'élimination des demi-frères de Constantin et l'accession au trône de ses fils nés de son deuxième mariage. Donc seuls les fils de Constantin accèdent au pouvoir et les autres sont éliminés. Les fils de Constantin se rencontrent en août à Viminacium pour mettre en place un nouveau système de gouvernement et ils se divisent l'Empire. Les 3 fils de Constantin portent désormais le titre d'Auguste et règnent chacun sur une des zones de l'Empire, à savoir que Constantin II règne dans la partie la plus occidentale, donc la Bretagne, la Gaule et l'Espagne. Constant a le reste de l'Occident, hein, donc le centre de l'Empire, si vous voulez, tandis que Constance II s'installe comme Auguste d'Orient. Toutefois, les 3 frères, vont rapidement s'affronter, principalement Constantin II et Constant, c'est-à-dire les 2 Augustes d'Occident. Ils s'affrontent et c'est Constant qui l'emporte, si bien qu'en 340, vous n'avez plus que 2 Augustes, Constant qui règne en Occident et son frère Constance II qui règne en Orient. Et donc pendant 10 ans, de 340 à 350, on a la mise en place d'une diarchie, donc d'un gouvernement à 2, chacun régnant sur l'une des parties de l'Empire.
Jusque-là, ça va. Ok. En 350, apparaît en Occident un usurpateur qui s'appelle Maniance et qui se soulève contre Constant. Il arrive à remporter la victoire et il tue Constant, de telle sorte qu'il n'y a plus qu'un seul Auguste légitime, qui est Constance II en Orient. Constance II se sent obligée, bien sûr, d'intervenir et il se rend en Occident, où il arrive à remporter la victoire contre l'usurpateur Maniance en 351. À la fin de l'année 351. L'année 352 lui permet de terminer de stabiliser l'Empire, et en 353, Constance II domine désormais tout l'Empire. Donc bien sûr l'Orient qu'il dominait déjà, mais maintenant, de plus, la partie occidentale. De la même manière que Constantin donc, avait eu à cœur d'unifier l'Empire après avoir pris le pouvoir en 324, de même, Constance II tente d'unifier l'Empire à partir de 353 lorsqu'il le domine dans son intégralité. Unifier l'Empire, ça passe, vous l'aurez tous compris, par le fait de résoudre les dissensions religieuses. Il est donc nécessaire pour Constance II de se repencher sur la question arienne. Toutefois, contrairement à son père Constantin, qui avait convoqué le concile de Nicée pour combattre les Ariens, à l'inverse, Constance II est lui-même arien. Et donc son objectif est plutôt de faire triompher la position des Ariens. Il est acquis donc à ces idées ariennes, et à ce titre, il souhaite faire condamner la position nicéenne. Les Nicéens, bien sûr, refusent de condamner les leurs. Ils sont donc, à leur tour, condamnés à l'exil, et c'est notamment ce qui arrive à Hilaire de Poitiers, qui refuse de condamner la position nicéenne et qui est exilé en Phrygie, c'est-à-dire en Turquie, en Asie mineure. Pendant son exil en Phrygie, il compose un traité qui s'appelle le De Trinitate, qui est un traité théologique qui rappelle l'idée même de Trinité, et qui rappelle que, selon la position adoptée au concile de Nicée, les trois personnes de la Trinité sont de même nature et sont à égalité. L'idée d'Hilaire de Poitiers, c'est que toutes les positions nicéennes, donc à la fois la position nicéenne stricte et la position nicéenne modérée, qui est celle des homéousiens, doivent s'unir pour combattre les positions ariennes. Dans sa lutte contre les Ariens, et notamment contre les Homéens, qui sont désormais les plus représentés dans l'Empire, Hilaire commence à rassembler des partisans, de telle sorte qu'il commence à créer de l'agitation en Orient. Donc lui est un occidental qui s'agite en Occident, qui est donc exilé en Orient pour résoudre le problème, mais qui recompose son parti en Orient, si bien qu'il devient problématique aussi bien en Orient qu'en Occident. Donc, Constance II le renvoie chez lui, à Poitiers, en Occident. Mais s'il est exilé, pourquoi il était encore dans l'Empire ? Parce que l'exil, ça ne veut pas dire qu'on est envoyé hors de l'Empire. Ça veut dire qu'on est envoyé loin de chez soi. Donc, lui étant situé à Poitiers, on l'expédie en Turquie en se disant que si on l'expédie dans la partie orientale, qui est une partie acquise aux idées ariennes, il ne trouvera aucun soutien sur place. Donc, il ne posera pas de problème. Le problème, c'est qu'il arrive à remobiliser des soutiens chez les Ariens. Et en fait, sa politique de reprise en main et de diffusion des idées nicéennes fonctionne. Donc, il devient un problème en Orient, si bien qu'il est renvoyé en Occident par Constance II.
De retour en Occident, Hilaire compose un traité qui s'appelle « Histoire des Ariens », mais qu'on appelle plus généralement le « Contre-Constance », qui est un pamphlet très violent contre l'empereur Constance II. Dans ce texte, donc, Hilaire se répand avec force contre la tyrannie de cet empereur qui veut imposer sa foi à l'Église. Et la position d'Hilaire est de dire que, premièrement, l'empereur n'a pas à intervenir dans les questions religieuses, et donc il prône une stricte séparation des questions spirituelles et temporelles, et ensuite que l'empereur s'attache à diffuser une position qui a été condamnée comme étant hérétique lors d'un concile, et qu'il est donc inadmissible que Constance II entende diffuser l'arianisme. Cette situation, donc, elle est accentuée par le fait qu'en 360, Constance II a convoqué un grand concile à Constantinople, où il a désormais fait établir la foi homéenne, c'est-à-dire cette forme d'arianisme modéré, hein, comme foi officielle de l'Empire. Donc si on fait le point de la situation religieuse à la fin du règne de Constance II, on note que c'est désormais l'arianisme qui est en position de force dans l'Empire, et que cet arianisme, c'est un arianisme de type homéen. D'accord ? Donc, le Père et le Fils sont semblables, et de nature différente. C'est cet arianisme homéen qui va se diffuser, non plus seulement en Orient, mais aussi en Occident. Pourquoi est-ce que ça se diffuse en Occident ? Principalement en raison des phénomènes d'évangélisation des populations barbares qui se déploient de manière assez rapide au IVe siècle. Et là, on avait parlé du rôle d'un personnage qu'on appelle Wulfila, ou Ulfila, parfois on l'écrit, ça dépend, on met un W ou pas. Wulfila étant donc un prêtre, à l'origine venant de Cappadoce, donc de Grèce, hein, de Turquie, dont la famille a été faite prisonnière par les Goths, si bien qu'il a été déporté en Occident. C'est donc un personnage qui est né dans une terre arienne, qui se retrouve en Occident, et qui rapidement va avoir un rôle de diffusion de l'hérésie arienne. Ce personnage va diffuser l'arianisme de manière très efficace, principalement parce qu'il maîtrise plusieurs langues, à savoir le grec et le latin, mais aussi le gothique. Je précise que la langue gothique s'écrit sans H. Hein. Voilà. Donc les Goths, le peuple avec un H, le gothique, la langue, juste avec un T et un I, pas de H. Il n'y a pas de faute sur le PowerPoint. Donc, Wulfila est, on le sait, présent lors du concile de Constantinople en 360, et il s'engage à diffuser la position homéenne auprès des populations gothiques, dont il fait donc partie. Ça passe d'abord par la définition d'un alphabet gothique. Donc c'est aussi un personnage essentiel pour la structuration de cette langue. Hein. Ce n'est pas uniquement un rôle d'évangélisation, c'est aussi un rôle de coordination linguistique, hein, si vous voulez. Et ça va passer notamment par la traduction de la Bible en langue gothique, qui va contribuer à médiatiser l'information arienne auprès des populations barbares. Donc d'abord, c'est une diffusion, et progressivement, des phénomènes de conversion sont à l'œuvre, si bien que la position arienne va s'implanter durablement en Occident. Et désormais, c'est la position la plus répandue donc, dans tout l'Empire, et pas uniquement en Orient.
Ça donne lieu notamment à un texte qu'on appelle le Credo arien de Wulfila, qui est cité par l'un de ses disciples qui a écrit sa vie et qui nous présente donc une profession de foi faite par Wulfila qui résume en fait toutes ces théories ariennes et qui donne la substantifique moelle de cet arianisme homéen. Le texte donc est le suivant. Moi, Wulfila, évêque et confesseur, j'ai toujours cru ainsi, et c'est dans cette seule foi que j'irai vers le Seigneur. Je crois en un seul Dieu le Père, seul inengendré et invisible, et en son Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, artisan et auteur de toute créature, qui n'a pas son semblable. Donc là, une distinction qui est très nette. Par conséquent, il n'y a qu'un seul Dieu de tous, le Père, qui est aussi le Dieu de notre Dieu, Jésus-Christ, et un seul Esprit Saint, vertu illuminatrice et sanctificatrice, qui n'est ni Dieu ni Seigneur, mais ministre fidèle du Christ, non égal, mais soumis et obéissant en tout au Fils. Et que le Fils est soumis et obéissant en toutes choses à son Dieu, toutefois semblable à Dieu le Père, Dieu a tout engendré par le Christ et organisé toutes choses par l'Esprit Saint. Donc là, vous comprenez qu'il y a un fonctionnement pyramidal qui est très net. Seul Dieu, la seule personne qui peut être qualifiée de Dieu est le Père. En revanche, on reconnaît que le Fils a une nature semblable à celle du Père, c'est-à-dire que le Fils est une sorte d'intermédiaire qui a à la fois une nature humaine et une nature divine, mais qui, parce qu'il est partiellement humain, est forcément inférieur au Père, et qui est donc placé en position secondaire dans cette hiérarchie. Enfin, dans la hiérarchie, on voit la présence de l'Esprit Saint qui est placé tout en bas et qui est qualifié de ministre du Christ, c'est-à-dire de serviteur, d'assistant. Donc un rôle d'aide, de coordination, mais qui ne reconnaît pas de nature divine au Saint-Esprit, et qui crée donc une hiérarchie pyramidale qui est celle de l'arianisme homéen, et qui est donc fondamentalement différent de la position nicéenne mise en place au concile de Nicée, selon laquelle ces trois personnes sont de nature identique et à égalité. Il n'y a pas de hiérarchie. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde, ça? Oui, ok. Donc, comme je vous le disais, à la fin du règne de Constance II, la ligne qui est défendue désormais par les autorités impériales, c'est l'arianisme homéen. Les Nicéens sont désormais minoritaires dans l'Empire, mais leur ligne est toujours défendue par Athanase et Hilaire. Et la ligne de l'arianisme homéen se diffuse rapidement en Occident, notamment parmi les populations barbares. Donc ça, c'est ce qui concerne les crises internes au christianisme. Et vous aurez compris que Constance II joue un rôle majeur dans la propagation de l'arianisme. Toutefois, il joue aussi un rôle majeur dans la perpétuation des mesures prises par son père, à savoir des mesures en matière de législation anti-païenne. Parce que vouloir diffuser l'arianisme, c'est une chose, mais il s'agit quand même d'une forme de christianisme. Donc il y a aussi un autre volet de sa politique religieuse qui concerne l'interdiction du paganisme. Les restrictions en mesure de culte païen donnent lieu à plusieurs mesures législatives, mais ici on va en retenir que deux. Une mesure essentielle en 341, qui est celle de l'interdiction des sacrifices. Donc là, on franchit vraiment une étape par rapport aux mesures qui avaient été prises par Constantin, qui étaient des mesures de limitation, mais qui n'étaient pas encore des interdictions formelles. Donc je vous ai mis ici un passage du Code théodosien qui indique donc « L'empereur Constance Auguste à Madalinius, vicaire des préfets du prétoire, que cesse la superstition, que soit abolie la folie des sacrifices.
Car quiconque, en violation de la loi du Saint-Empereur notre Père et en violation de ce principe de notre clémence, aura osé accomplir des sacrifices, doit subir un châtiment approprié et l'effet d'une sentence immédiate, reçue sous le consulat de Marcellinus et Probinius, c'est-à-dire en 341. Donc désormais, une interdiction pure et simple de la pratique du sacrifice. Ces mesures sont aussi précisées par une loi donc prise en 353 qui vise à interdire un type spécifique de sacrifice, qui sont les sacrifices nocturnes, qui avaient été rétablis en Occident pendant le bref règne de l'usurpateur Magnence. Donc Magnence avait rétabli certains sacrifices en Occident qui sont de nouveau interdits par Constance II. Donc interdiction des sacrifices nocturnes. Donc Constance II à Kyrialis, préfet de la ville. Que soient abolis les sacrifices nocturnes permis par la décision de Magnence et qu'à l'avenir cette liberté impie soit repoussée. Bon, et la datation habituelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Constance II poursuit l'œuvre de son père Constantin en matière de restriction des droits des païens. Il donne plus d'importance encore aux mesures de Constantin. Il va aussi s'en prendre au temple, de manière plus forte encore que son père, et les fait fermer progressivement durant son règne. Toutefois, oui. Et donc, dans le cadre de la hiérarchie entre Constant et Constance II, les décisions prises par l'un d'un point de vue législatif, c'était appliqué dans tout l'Empire ou que dans sa partie de l'Empire? Non. Alors, quand il y a un fonctionnement tétrarchique ou diarchique, ça suppose que ce qui est appliqué chez les uns vaut aussi pour les autres. Ça n'est pas encore une division nette de l'Empire qui ferait que chacun pourrait mener les choses à sa manière. Donc oui, ce qui est décidé par l'un vaut pour l'autre. Donc vous aurez compris que Constance II donc, se signale par ses mesures antipaïennes, mais que son action religieuse est plus importante encore au sein même du christianisme, puisque sa volonté majeure est donc de diffuser l'arianisme homéen. Ils sont devenus majoritaires, oui, ils sont en passe de l'être. On arrive à un équilibre entre païens et chrétiens. Ils ne sont plus une minorité qui représente 5 à 10% de la population. Notamment parce que la conversion des peuples barbares a fait exploser le nombre de chrétiens. Donc ils sont très nombreux, mais ils sont majoritairement ariens. Le travail intensif de Constance II en matière de diffusion de l'arianisme a conduit certains chercheurs à se poser la question de la mise en place de ce qu'on appelle le césaropapisme. Alors, qu'est-ce que le césaropapisme? Est-ce que ça vous parle? C'est un mot presque transparent. C'est quoi le césaropapisme? César. Comment? Il y a le mot César. Oui, il y a le mot César et il y a le mot... Ouais. Oui. Donc, le césaropapisme, c'est une théorie politique selon laquelle la personne qui est César, c'est-à-dire qui dispose de l'autorité temporelle, pourrait aussi être pape, c'est-à-dire disposer de l'autorité spirituelle. La question est donc de savoir si l'empereur est aussi le chef de l'Église. La réponse, c'est qu'on ne peut pas dire que Constantin, ou même son fils Constance II, qui est allé plus loin, sont des dirigeants qui ont une volonté de césaropapisme.
parce que jamais, ni Constantin ni Constance II ne pourront célébrer les rites, jamais ils ne vont dire la messe, ils ne vont pas être ordonnés prêtres, donc ils n'ont pas un rôle spirituel plein. En revanche, on note que chez Constance II, il y a une forme de prétention au césaropapisme qui se traduit par une ingérence très forte dans les affaires de l'Église. Il n'est plus seulement question de convoquer un concile comme l'avait déjà fait Constantin, mais on voit chez Constance II une volonté d'intervenir sur le dogme lui-même, qui marque donc une nouvelle étape de franchie dans cette ingérence impériale dans les affaires de l'Église. C'est évidemment ce qui est dénoncé très fortement par Hilaire de Poitiers dans son fameux Contre Constance, selon qui Constance II aurait justement une vocation au césaropapisme. C'est la critique majeure qui est formulée par Hilaire. D'ailleurs, il met dans la bouche de Constance II cette phrase « Ce que je veux doit être la règle de l'Église ». Constance II aurait affirmé sa prétention à diriger l'Église. Et il est aussi mentionné chez un autre auteur, donc Lucifer de Cagliari, qui qualifie Constance II d'évêque des évêques, traduisant ainsi une forme de prétention impériale à diriger l'Église. Dans les faits, Constance II n'a pas été ordonnée évêque, et donc n'avait pas le moyen de s'introduire dans la hiérarchie de l'Église, et donc il n'y a pas de césaropapisme au sens strict du terme. Mais il est vrai qu'il y a une volonté d'ingérence de la part du pouvoir impérial dans les affaires de l'Église. Constance II, à la fin de son règne, va se trouver face au même problème que son père, à savoir que l'Empire est devenu immense et qu'il est difficile pour un seul homme de gouverner tout ce territoire. Il faut donc choisir des auxiliaires pour l'aider, et donc là vous comprenez bien que la question est de savoir qui va prendre place au sein de la succession pour assister Constance II et ensuite prendre la relève. Il choisit des membres de sa famille. Alors, il n'a plus de frères, puisque ses deux frères sont morts. Il va donc choisir l'autre branche de sa famille, à savoir les fils de Jules Constance, qui, vous vous rappelez, est le demi-frère de Constantin. Donc, il va piocher chez ses cousins. Alors, si on reprend l'arbre généalogique, donc, je rappelle que Constantin, avec sa deuxième épouse Fausta, a eu 3 fils, Constance II et Constant. Et une fille, Constantina. Mais le père de Constantin a eu un autre fils, qui est le fameux Jules Constance, demi-frère de Constantin. La branche du côté de Constantin est complètement éteinte. En revanche, Jules Constance, demi-frère de Constantin, a eu plusieurs fils, et c'est vers eux que la dynastie va se tourner. Si bien que Constance II choisit d'associer au pouvoir les fils de Jules Constance, qui lui-même, je le rappelle, avait été assassiné en 337. Lorsque, à la mort de Constantin, les fils de Constantin se sont débarrassés des demi-frères pour concentrer le pouvoir. Donc en fait, il s'adresse aux fils de la personne qu'il a lui-même fait assassiner, si on résume. Bah écoutez, il n'a pas le choix, il n'a plus d'héritier, pas d'autre moyen de se tourner ailleurs, et donc c'est la seule branche familiale qui est toujours vivante. Jules Constance a 2 fils, Gallus et Julien, le futur Julien l'Apostat. Les 2 princes vont être associés au pouvoir par Constance II, qui va préparer progressivement sa succession en les associant au pouvoir.
c'est d'abord Gallus qui est désigné César en 351 et qui est envoyé à Antioche, où il est donc César de l'Orient. Rapidement, Gallus commet des erreurs politiques graves à Antioche, notamment lorsqu'une émeute éclate à Antioche et que Gallus fait assassiner tous les hauts fonctionnaires travaillant avec lui, qui seraient selon lui responsables de l'émeute, et notamment il fait assassiner le préfet du prétoire, qui est un poste clé de l'administration romaine, et il s'agit donc de mauvais gouvernement. Toujours est-il que Constance II va convoquer Gallus à Milan, dans sa résidence impériale, et le reconnaître coupable de mauvaise gestion de l'Empire et le condamner à mort par décapitation. Donc en 354, Gallus est éliminé du paysage. Constance II se tourne alors vers l'autre fils de Jules Constance, qui est le fameux Julien. Julien est convoqué par son oncle en 355 et nommé César, si bien qu'il n'y a à la tête de l'Empire qu'un Auguste et un César. Vous aurez compris qu'en 355, il y a simplement Constance II qui est l'Auguste de tout l'Empire et Julien qui est son César. Dans les faits, ils vont opérer une division géographique. C'est-à-dire que Julien va s'installer en Occident et va en fait être responsable de la partie occidentale de l'Empire, pendant que Constance II se consacre davantage à l'Orient. Julien, donc, s'installe en Occident et implante sa capitale à Lutèce, donc à Paris, qui devient une résidence impériale. Si vous allez à Paris, que vous visitez le palais de l'île de la Cité, là où il y a aujourd'hui le palais de justice, derrière Notre-Dame, c'est l'emplacement de la résidence impériale dans laquelle vivait Julien. Alors, je vais changer de PowerPoint et on va donc s'intéresser aujourd'hui plus en détail à la figure de l'empereur Julien. Donc vous aurez compris que nous amorçons désormais la troisième partie de notre cours, qui concerne donc la réaction païenne, puisque Julien est un empereur qui a pris la décision étonnante de se convertir au paganisme. On va s'arrêter sur ce choix. Et finalement, le retour ensuite du christianisme qui s'impose définitivement. Donc aujourd'hui, la question du retour du paganisme et du cas donc très particulier de l'empereur Julien. Alors, Julien est un personnage compliqué qui se signale par une psychologie assez tourmentée, sans doute liée au traumatisme de son enfance, puisqu'il a quand même vu son père et son oncle se faire violemment assassiner par leur neveu, ce qui évidemment laisse des traces. On sait que Julien est né en 331 à Constantinople, ce qui veut dire qu'il a 6 ans quand son père et son oncle et presque toute sa famille est massacrés.
comprenez que c'est quand même un traumatisme fort qui explique en partie, enfin sans doute, ses choix successifs. Il est donc né à Constantinople en 331 et il est le fils de Jules Constance et de sa deuxième épouse Basilina. Il n'est pas destiné à régner. D'accord ? Il n'a pas vocation à se retrouver à la tête de l'Empire, d'autant plus qu'il est un frère cadet, hein, et donc si éventuellement quelqu'un devrait prendre le pouvoir, ça serait son frère aîné, le fameux Gallus. Julien se caractérise par son éducation exemplaire. Et c'est un point essentiel de sa formation. L'éducation de Julien est une éducation princière qui est à la fois une éducation classique, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement les auteurs antiques, il connaît parfaitement la littérature classique, et c'est aussi une éducation qui est tournée, bien sûr, vers des questions spirituelles, et c'est donc un prince chrétien. Il est donc à la croisée de deux traditions, qui sont celles de la tradition philosophique classique de l'Antiquité, et une tradition émergente, qui est celle de la culture chrétienne. Son éducation est confiée à plusieurs personnages qui vont jouer un rôle essentiel dans sa formation. Il naît donc à Constantinople et il reçoit d'abord pour précepteur l'eunuque Mardios, qui est un grand érudit qui l'initie d'abord aux auteurs classiques. Donc son éducation commence par une formation littéraire tout à fait classique. En 337, à la mort de Constantin, son père, Jules Constance, et son oncle sont massacrés par les fils de Constantin qui veulent éliminer leurs oncles du paysage dynastique. Le petit garçon est laissé en vie, mais il est exilé à Nicomédie. Et à Nicomédie, on le confie au fameux Eusèbe de Nicomédie, évêque arien, qui s'occupe de parfaire son éducation. Donc là, il reçoit une éducation religieuse de type homéenne. En 343, Eusèbe de Nicomédie meurt, si bien qu'on envoie le prince en Cappadoce, en Turquie, auprès de son demi-frère Gallus. Et donc désormais, il est éduqué par des précepteurs qui gravitent autour de son frère. Et c'est là le point central de sa formation, c'est que Gallus possède une bibliothèque particulièrement fournie et très célèbre, dans laquelle se trouvent des traités très nombreux qui vont jouer un rôle essentiel dans la formation de Julien. Il s'initie notamment à deux philosophes antiques, antichrétiens, qui sont Porphyre et Jamblique. Alors, qui sont Porphyre et Jamblique ? Ce sont des philosophes de type néo-platonicien. Les néo-platoniciens sont une école de philosophie qui apparaît dans l'Empire, disons dans le courant du IIe siècle, et qui commence à être très en vogue, surtout à partir du IIIe siècle. Il s'agit donc de philosophes dont l'objectif principal est de concilier les positions philosophiques d'Aristote et de Platon, donc de résoudre les divergences entre l'école aristotélicienne et l'école platonicienne en créant une sorte de fusion philosophique qu'on qualifie de néoplatonisme. Par ailleurs, le néoplatonisme se caractérise par sa proximité
avec des pratiques qui, jusque-là, ne faisaient pas du tout partie du domaine de la philosophie. Notamment la question des rites et des oracles, c'est-à-dire de pratiques qui relèvent plutôt de pratiques religieuses, qui sont intégrées au fonctionnement philosophique. Donc la question de l'oracle, de la révélation d'une connaissance par la divinité, est intégrée dans le domaine philosophique. Donc on conçoit que la philosophie peut aussi être nourrie directement par les dieux, qui s'expriment dans des prodiges, des songes ou toutes sortes donc d'oracles. Parmi ces philosophes néoplatoniciens, Porphyre et Jamblique sont les deux les plus importants, qui vont laisser une empreinte culturelle majeure jusqu'à la Renaissance. À la Renaissance, on va relire Porphyre et Jamblique, et ça va donner lieu à une nouvelle école néoplatonicienne qui est au cœur de toutes les créations de la Renaissance. Lorsque Botticelli peint la naissance de Vénus, vous avez sans doute ce tableau en tête, lorsque Botticelli peint la naissance de Vénus, il met en place une réflexion qui est fondée sur la dualité de Vénus, sur l'existence d'une Vénus terrestre et d'une Vénus céleste, sur l'idée d'une tension entre le matériel et le spirituel. Toutes ces questions philosophiques sont au cœur des débats néoplatoniciens. Et on sait que Botticelli avait lu Marcille Ficin, qui est le grand philosophe du début de la Renaissance, qui est un nouveau philosophe néoplatonicien, nourri par les lectures de Porphyre et Jamblique. Donc vraiment des philosophes qui ont une portée culturelle essentielle. Alors, qui sont-ils ? Porphyre est né vers 234 à Tyr, donc en Phénicie, au Liban actuel. Donc Porphyre est originaire de Tyr. Et on sait qu'il a suivi les cours de plusieurs philosophes, à la fois à Athènes et à Rome. Et notamment, il a suivi à Rome les cours de Plotin, dont il a édité les textes. Plotin étant le représentant de cette première école néoplatonicienne qui se développe donc au fin du IIe, début du IIIe siècle. Les œuvres de Porphyre, elles vont du simple commentaire des œuvres d'Aristote et de Platon, à des commentaires plus littéraires, notamment qui portent sur les récits homériques. Donc Porphyre va par exemple faire des commentaires philosophiques de l'Iliade et de l'Odyssée, en essayant de relire les textes homériques à la lumière de sa philosophie néoplatonicienne qui cherche à synthétiser les pensées d'Aristote et de Platon. Porphyre va être l'un des premiers à faire des analyses systématiques sur le rôle des connaissances et des pratiques liées au culte des dieux. Donc il va essayer de définir la manière dont fonctionne le culte et le rôle des oracles, des sacrifices, des statues, des temples et de tous les éléments qui composent le culte. Par ailleurs, et c'est là un des points essentiels pour la formation de Julien, Porphyre est l'auteur d'un traité contre les chrétiens. Et il semblerait aussi que Porphyre ait joué un rôle de conseiller auprès de Dioclétien lors de la grande persécution. C'est donc un païen convaincu et un antichrétien convaincu. Donc Julien découvre d'abord les écrits de Porphyre. Il continue ses lectures et il découvre ensuite Jamblique, qui est un élève de Porphyre.
Jamblique, donc, est connu pour avoir poursuivi l'action de Porphyre, avoir mis en place surtout un nouveau système de commentaires et avoir établi une sorte de canon des auteurs classiques à étudier. Donc un modèle d'enseignement, un modèle pédagogique. Donc Jamblique a fait une sélection des auteurs classiques qu'il fallait lire de manière à avoir une culture philosophique complète. Il a donc un rôle pédagogique essentiel et un rôle de diffusion du néoplatonisme qui est lié au fait qu'il a eu de très nombreux élèves qui se sont installés aux quatre coins de l'Empire et qu'il a lui-même été en relation directe avec plusieurs enfants. Donc, si on récapitule, Julien, jeune prince prometteur, fait de nombreuses lectures dans la bibliothèque de son frère Gallus et découvre notamment les philosophes néoplatoniciens que sont Porphyre et Jamblique, qui s'avèrent aussi être des anti-chrétiens convaincus. Pourtant, Julien est d'abord destiné à une carrière ecclésiastique. On sait qu'il est nommé lecteur, ce qui suppose qu'il a été baptisé et que ce rôle le destine à une carrière religieuse qui l'écarte de toute pratique du pouvoir. D'ailleurs, il commence par vivre sa foi chrétienne, hein. Notamment, on sait qu'il va commencer à faire quelques constructions. Il fait construire une petite église en Cappadoce, il mène de nombreuses actions charitables, et il semble donc vivre son christianisme. Vous vous rappelez ce qu'est un lecteur ? Il a été nommé lecteur. C'est qui le lecteur dans une communauté ? Oui ? Oui. Comme son nom l'indique, le lecteur est celui qui lit les textes sacrés lors des cérémonies, lors de la célébration des messes. Il fait donc partie de manière très large de la catégorie des diacres et des assistants aux célébrations. Donc il semble d'abord vivre plutôt son christianisme. Vers 351, Julien commence à montrer donc des capacités intellectuelles fortes et il mène des études très raffinées qui sont soutenues par l'empereur Constance II, qui se dit que c'est pas une si mauvaise chose de l'occuper et de l'envoyer faire des études, et que tant qu'il s'occupe de faire ses études, en fait, il n'est pas un danger politique. Donc ces études sont favorisées par Constance, qui l'envoie à travers l'Empire, et il se rend à Constantinople, il se rend à Athènes, et à Athènes, il rencontre notamment deux personnages essentiels, dont on va reparler un petit peu plus tard, qui sont Grégoire de Naziance et Basile de Césarée. Alors, Grégoire de Naziance est le fils d'un autre Grégoire de Naziance, qui est l'évêque de Naziance. C'est une ville située en Cappadoce, donc en Turquie actuelle. Donc son père est l'évêque de Naziance. Son fils Grégoire voyage dans tout l'Empire pour recevoir une formation intellectuelle et rhétorique. Et il se rend notamment à Césarée, où il rencontre le fameux Basile de Césarée, qui devient l'un de ses meilleurs amis. Grégoire de Naziance est fasciné par le monachisme, c'est-à-dire la vie monacale. Son ambition est donc de pratiquer une vie d'ascèse, de devenir moine et de renoncer à toute forme d'autorité au sein de l'Église et de vivre sa foi
sous le mode du retrait du monde. Toutefois, dans le contexte de la crise arienne, son père, qui est un évêque nicéen, et qui essaye de maintenir la foi nicéenne en Cappadoce, lui demande de venir lui prêter main forte. Et il l'ordonne prêtre. Si bien que Grégoire se trouve obligé de renoncer à sa vocation de moine pour faire en fait une carrière ecclésiastique, et il devient évêque lui-même à la mort de son père. Il est donc nommé évêque de Naziance à la mort de son père, puis évêque de Constantinople en 380. Et c'est l'un des grands pères de l'Église dont on va reparler. Donc Julien rencontre le fameux Grégoire de Naziance. Il rencontre aussi Basile de Césarée, grand collègue et ami de Grégoire, qui s'est aussi rendu à Athènes pour ses études, pour étudier la rhétorique, et qui est une des grandes figures de la lutte contre les Ariens. Donc vous comprenez que dans les années 350-355, Julien se signale par une culture très vaste qui se traduit à la fois par la rencontre avec des grandes figures de l'arianisme, notamment Eusèbe de Nicomédie dans son enfance, mais aussi la rencontre avec des grandes figures de la position nicéenne, donc les fameux Grégoire de Naziance et Basile de Césarée, et par la rencontre avec la culture classique, et notamment avec la philosophie néoplatonicienne, qui s'avère aussi être fortement antichrétienne. Donc toutes ces tendances culturelles contribuent à forger la personnalité de Julien, qui va connaître une grande conversion païenne. Alors, on va s'arrêter 5 minutes et ouvrir un peu, parce qu'il fait chaud, et que vous avez l'air de piquer du nez petit à petit. Donc prenez l'air 5 minutes et ensuite on parlera de Julien. C'est comment?
Allez, s'il vous plaît, on va reprendre. Alors, s'il vous plaît, allô, allô. Merci. Donc, on va reprendre. Donc, comme je vous le disais, Julien se signale par cette culture très vaste. Et c'est sur ce socle que naît sa conversion païenne. Alors, la conversion païenne de Julien aurait eu lieu en 351 à Éphèse, à un moment où il descend dans un mitréum, vous vous rappelez, un sanctuaire de Mithra, qui prend la forme d'une grotte symbolique et qui est donc un sanctuaire souterrain. Il se rend dans un mitréum et il aurait reçu des révélations envoyées par Seul Invictus. Influencé donc par la lecture des auteurs païens, par la lecture de philosophes néoplatoniciens, il se convertit au paganisme et il réunit autour de lui un cercle d'amis qui vont développer à ses côtés une sorte de formation païenne. Donc il devient une sorte de penseur du paganisme. Ça, c'est un point important. Julien a une approche qui est plutôt de type philosophique. Par ailleurs, avec l'énergie d'un nouveau converti, il se lance dans une défense ardente des pratiques de la religion traditionnelle romaine païenne
et il est convaincu qu'il a une mission à remplir, qui est celle justement de sauver la culture classique. Selon lui, l'introduction du christianisme dans l'Empire a conduit à affaiblir et presque à faire disparaître la culture traditionnelle des Romains, qui passe par une culture philosophique et religieuse, qui est celle du paganisme. Pour cela, il essaye de diffuser ses idées, notamment en écrivant. Donc Julien est, vous aurez compris, une figure d'intellectuel, hein, qui a aussi beaucoup écrit, et qui est notamment connu pour la rédaction d'un traité intitulé « Contre les Galiléens ». C'est sous cette épithète qu'il désigne les chrétiens. Il refuse de les appeler chrétiens parce que pour lui, les appeler chrétiens revient à reconnaître qu'ils suivent un personnage qui est le Christ, et donc ça conduit à les inscrire dans l'idée d'une école, hein, presque d'une école philosophique et d'une tradition. Or, toute la position de Julien est de nier toute tradition dans le christianisme, et son idée est au contraire qu'il faut revenir à des systèmes de pensée qui, eux, sont ancrés dans la tradition et qui sont ceux de la culture classique païenne. Donc ça fait aussi partie de sa démarche philosophique de refuser de les appeler chrétiens, si bien qu'il les qualifie de galiléens et donne ainsi simplement une origine géographique du phénomène. Toutefois, cette conversion païenne est difficile à articuler avec le fait que Constance II va associer Julien au pouvoir. C'est assez étonnant et ça repose sur plusieurs arguments. D'abord, Constance II a besoin de quelqu'un pour l'aider. Il est seul à la tête de l'Empire et il est forcé, donc, quand je le rappelle, en 355, de faire appel à Julien et de le nommer César pour lui confier le gouvernement de l'Occident. Par ailleurs, Constance II, qui est, vous l'aurez compris, un arien et un défenseur convaincu du christianisme, ne sait pas, sans doute, que son petit-neveu s'est converti au paganisme. Julien a l'intelligence de gouverner d'abord sans montrer de manière trop ouverte qu'il est devenu païen, et donc éviter d'être éliminé. Non, il écrit plus tard. J'ai plus la date exacte, mais il écrit quand il est installé. Donc justement, comment se passe cette installation au pouvoir? Comme je vous le disais, il est d'abord nommé César et envoyé en Occident. Là, Constance II a vraiment besoin de son aide parce qu'il y a de nombreuses pressions aux frontières, notamment en Gaule et en Germanie, qui voient les premières incursions des Goths et de différents peuples barbares qui commencent à faire vraiment pression sur l'Empire. C'est le début des fameuses invasions barbares, avec des gros guillemets, hein, puisque vous savez sans doute qu'il n'y a jamais eu d'invasion barbare, au sens où les barbares n'ont jamais eu l'intention d'envahir l'Empire. Il s'agit de raids, de migrations ponctuelles, il n'y a pas d'invasion barbare. Mais il y a en effet des pressions aux frontières de l'Empire. Julien s'avère être un très bon chef militaire. Et il arrive à remporter de grandes victoires sur les Alamans, notamment une série de victoires remportées à Strasbourg, qui lui permettent d'acquérir le soutien des militaires et le soutien des armées d'Occident. En 357, il s'installe durablement en Occident et, comme je vous le disais, il prend pour capitale Lutèce et s'installe donc dans le palais de la Cité à Paris. Rapidement, l'équilibre qu'il
qu'il a avec Constance se déséquilibre, hein, puisqu'il entre dans un rapport de rivalité avec l'Auguste. Déjà, la première étape, c'est 360, c'est lorsque Constance II demande à Julien de lui envoyer des troupes en Orient pour l'aider dans ses propres soucis militaires, hein, qu'il oppose d'abord, comme toujours, à l'Empire des Perses, et donc à l'Est, et qu'il oppose au Nord à différents peuples barbares sur la frontière danubienne. Donc Constance II, qui est en mauvaise posture en Orient, demande à Julien, qui a fini pour sa part de résoudre les troubles occidentaux, de lui envoyer des troupes. Or, les troupes de Julien refusent d'aller en Orient aider Constance II et le proclament empereur, selon le phénomène habituel. Julien accepte et devient donc un usurpateur. Constance II, à ce moment-là, décide de marcher sur la Gaule pour se débarrasser de Julien. Mais il meurt en chemin. Si bien que l'affrontement annoncé entre Julien et Constance II n'a jamais lieu, hein, puisque Constance meurt sur le chemin le 18 novembre 361, et il est par ailleurs baptisé sur son lit de mort dans la foi homéenne. Ce point vous montre, petite parenthèse, que dans l'Antiquité tardive, on peut être baptisé très tard. Et ça n'empêche pas de vivre sa foi de manière éclatante pendant toute sa vie. Donc Constance II a eu à cœur de diffuser l'arianisme homéen de manière intensive pendant son règne, alors même qu'il n'était pas lui-même baptisé. Le baptême intervient, comme pour Constantin, vraiment dans les derniers instants de sa vie. Donc en novembre 361, Constance II meurt et Julien devient l'empereur légitime. Julien devient donc empereur et la question est de savoir quelles mesures il va mettre en place, notamment en termes de politique religieuse. Comme je vous l'ai dit, il ne signale pas tout de suite ouvertement qu'il est païen. Mais il y a une évolution progressive. Et on sait par exemple qu'en janvier 361, le 6 janvier, pour la fête de l'Épiphanie, hein, les rois mages, hein, la galette des rois, pour l'Épiphanie, en 361, on sait que Julien est entré dans une église en Gaule et que c'est la dernière fois de sa vie qu'il a mis un pied dans une église. Donc il était déjà païen depuis une dizaine d'années, hein, ce qui ne l'empêchait pas de se rendre encore dans les églises pour les grandes cérémonies et de participer à la vie religieuse chrétienne, bien qu'il soit lui-même devenu païen. Toutefois, après avoir pris le pouvoir, il va rapidement mettre en place une série de mesures qui, en fait, vont réorganiser de manière profonde l'administration impériale. Les premières mesures qui sont prises par Julien sont des mesures d'ordre politique. Il y a d'abord la volonté d'éliminer l'appareil d'État constitué par Constance II. Son objectif est de faire place nette pour pouvoir nommer à des postes clés des gens qui sont acquis à sa cause, hein, et acquis au paganisme. L'idée étant qu'il n'arrivera jamais à reconvertir l'Empire au paganisme s'il n'a pas à son service des administrateurs qui sont païens eux-mêmes. Donc, première étape, se débarrasser de l'appareil d'État de Constance II. Pour ça, Julien met en place plusieurs mesures et il fait d'abord condamner ceux qu'on appelle les cubiculaires. Les cubiculaires sont les membres de la cubicula, c'est-à-dire littéralement de la chambre de l'empereur. Ce sont ses plus proches conseillers.
Julien veut renouer avec un pouvoir impérial plus pur, hein, c'est comme ça qu'il le définit, et plus proche du fondement impérial tel qu'il a été défini par Auguste. C'est-à-dire, je rappelle que Auguste, lorsqu'il prend le pouvoir et qu'il met en place l'Empire, met en place une théorie politique qui est celle de la Respublica Restituta, c'est-à-dire du retour de la République. Tout l'argument d'Auguste, c'est de dire qu'il a remis en fonctionnement les institutions républicaines. Dans la réalité, il les détourne pour concentrer une partie des pouvoirs, mais dans les faits, il observe l'ensemble des institutions républicaines, c'est-à-dire notamment une répartition des pouvoirs entre différents acteurs, principalement le peuple et le Sénat. Julien a pour objectif de redonner un rôle central à ces acteurs et de renforcer le rôle traditionnel du Sénat et du peuple, en éliminant au passage toutes les figures d'influence qui étaient apparues dans l'équation. C'est-à-dire que les cubiculaires, qui étaient donc des conseillers personnels de l'empereur, qui se présentaient finalement comme une sorte de conseil de l'ombre, hein, qui était hors du fonctionnement normal des institutions, qui est celui du Sénat et du peuple, sont éliminés. L'objectif étant de revenir à un fonctionnement plus classique du pouvoir impérial. Par ailleurs, dans les institutions traditionnelles que Julien entend restaurer et sur lesquelles il entend s'appuyer, il y a le rôle essentiel des cités. Les cités sont au cœur du fonctionnement impérial. C'est l'unité la plus petite, hein, la plus basse de la hiérarchie administrative de l'Empire, et rien ne peut fonctionner dans l'Empire sans une application locale à l'échelle des cités. Si bien que Julien va avoir à cœur de leur redonner un rôle central dans l'administration, qui passe notamment par la transformation de certains impôts. Le plus symbolique, c'est ce qu'on appelle l'or coronaire. En effet, traditionnellement, les cités envoyaient à l'empereur une somme de l'or qui était destinée à l'honorer. Donc les cités de l'Empire envoyaient des quantités d'or à Rome qui devaient servir à embellir la cité, embellir le palais impérial, ou qui étaient en tout cas mis à la disposition de l'empereur. Les empereurs avaient progressivement transformé ce don en un impôt, et donc en une contribution obligatoire. C'est-à-dire qu'on avait calculé que la valeur de l'or avait été transformée en valeur monétaire qui servait à fixer le montant de l'impôt, une contribution envoyée par les cités. Donc, ce qui jusque-là était à l'origine une donation envoyée par les cités et une manière de marquer leur adhésion, était devenu un impôt obligatoire dans le courant du IIIe siècle. Julien va revenir à l'essence même de ce système et va faire du versement de l'or coronaire une contribution volontaire. Ça n'est donc plus un impôt obligatoire que les cités doivent envoyer à l'empereur, mais il s'agit, comme c'était le cas à l'origine, pour les cités de manifester leur adhésion à l'empereur en lui envoyant une somme. Par ailleurs, Julien donc commence à constituer un appareil d'État qui lui est plutôt favorable, et on note que de nombreux païens sont nommés à des postes clés de l'administration impériale. C'est notamment le cas d'un certain Flavius Sallustius, païen convaincu, qui est nommé préfet du prétoire. Après avoir mis en place ces mesures politiques, Julien a donc placé le cadre nécessaire pour la mise en place de mesures religieuses, dont l'objectif assumé est un retour du paganisme. De manière très intéressante, Julien
va expliquer que toutes les mesures qu'il prend sont des mesures de tolérance religieuse. Ce que les païens, plus tard, dénonceront comme une manière, une tolérance perfide, c'est-à-dire une transformation de la réalité. L'argument de Julien est de revenir à une tolérance qui vaut pour tout le monde, c'est-à-dire pour les païens aussi, et qui donc fait machine arrière par rapport aux mesures mises en place par Constantin et ses fils, dont l'objectif était de favoriser le christianisme. Toutefois, vous vous rappelez que lorsqu'on a travaillé, par exemple, en TD sur le fameux édit de Milan de Constantin et Licinius, l'objectif qui est annoncé par les empereurs, c'est celui de permettre aux chrétiens, comme à tous, de pratiquer la religion de leur choix. Donc la tolérance avait été mise en place par Constantin et Licinius. C'est lorsque Constantin, après 324, règne seul sur l'Empire, qu'il y a un changement de perspective, où l'objectif n'est pas d'assurer à tous une liberté de culte, mais ensuite de cibler de manière très claire les païens et d'aller progressivement vers une interdiction du paganisme. Le discours de Julien, c'est celui qui en fait était au cœur de l'édit de Milan, en tout cas prétendument. Il explique que l'objectif est de revenir à une tolérance religieuse qui permette aux païens d'exercer librement leur culte. Afin de montrer que ces mesures ne sont pas des mesures anti-chrétiennes, mais sont des mesures de tolérance religieuse, il va favoriser de manière indirecte certains chrétiens. Il va notamment permettre aux exilés, qui avaient été exilés dans le cadre de la crise arienne, donc qu'ils soient nicéens ou ariens, il va les autoriser à revenir, expliquant ainsi qu'il met fin aux querelles religieuses internes au christianisme. En réalité, la lecture qui est faite généralement a posteriori, c'est qu'en prenant des mesures permettant à tous les exilés de revenir dans l'Empire, il entend en fait attiser les dissensions internes au christianisme, se disant qu'ils vont s'auto-annihiler. L'objectif est de faire revenir tous les acteurs du débat, en partant du principe que les chrétiens seront trop occupés à se disputer entre eux pour s'opposer au retour du paganisme. Donc c'est sans doute une mesure de calcul politique assez intelligent et assez efficace. De fait, en parallèle de ces mesures dites de tolérance, il y a des mesures qui sont explicitement en faveur du paganisme. Parmi ces mesures, il y a d'abord la réouverture des temples païens qui avaient été fermés par Constance II. Toutefois, c'est quand même assez intéressant, on note que tous les temples ne sont pas rouverts. De fait, il n'ose pas faire rouvrir les temples de Rome et d'Alexandrie, qui, je vous le rappelle, avaient été définis comme les deux sièges religieux majeurs au concile de Nicée. Donc les capitales religieuses de l'Empire ne sont pas concernées par la réouverture des temples païens. Toutefois, il facilite la reprise des sacrifices et l'exercice des cultes, si bien qu'il s'agit d'un retournement complet vers des pratiques anciennes, inspiré donc par sa ferveur personnelle qui grandit tout au long de son règne. Outre ces mesures en faveur du paganisme, Julien va aussi mettre en place des mesures qui sont délibérément anti-chrétiennes ou de nature à corriger les privilèges qui avaient été accordés aux chrétiens par Constantin et ses fils. La mesure principale, c'est qu'il revient sur les avantages accordés aux clercs, notamment la fameuse exemption des munera, des charges publiques. Vous vous rappelez de ce point ?
Qui peut me faire un petit topo rapide? C'est quoi cette histoire d'exemption des Munera? À quoi ça correspond? Oui. Oui. Alors ça, c'était la conséquence. C'est ça. L'idée était que dans les cités, il était devenu obligatoire d'exercer des magistratures et par là même de payer la summa honoraria, mais Constantin avait pris des mesures pour permettre aux clercs d'être exemptés des magistratures. Ils n'avaient donc pas à exercer des munera dans les cités. Julien supprime ces avantages et il remet en place le système traditionnel du paganisme. Là, selon la lecture qu'on fait de ces mesures, on peut soit considérer qu'il s'agit de mesures d'égalité, qui visent à supprimer les avantages accordés à certains, dans une perspective que tous aient droit aux mêmes choses, ou bien on peut penser qu'il s'agit d'un ciblage spécifique antichrétien. Ces mesures s'accentuent en juin 362, lorsque Julien met en place une mesure qui est restée célèbre et associée de manière étroite à son règne, qui concerne les professeurs rémunérés sur fonds publics. Dans l'Empire, il existe une catégorie de professeurs de rhétorique qui sont payés par l'État et qui sont chargés de ce qu'on appelle généralement la paideia. La paideia étant l'enseignement, la formation, qui est celle des jeunes gens bien nés dans l'Antiquité. Et en gros, ça consiste à connaître sa culture classique, à apprendre les fondements de la rhétorique, et c'est une préparation à la vie politique. D'accord ? L'objectif étant de former de bons orateurs qui pourront être de bons magistrats. Il existe donc des écoles que nous on qualifierait de publiques, dans lesquelles interviennent ces professeurs de rhétorique qui forment les jeunes gens de l'Empire. Or, Julien va mettre en place une sorte d'examen pour interroger les professeurs sur leur appartenance religieuse. L'idée de Julien, c'est qu'il y a une continuité entre culture et religion. Par exemple, si l'on veut être un bon orateur, si on veut savoir bien parler, il faut commencer par lire les grands classiques. Par exemple, Homère. Or, si on lit correctement Homère, selon Julien, on doit accepter tout ce qui est mentionné par Homère. C'est-à-dire aussi l'intervention de Zeus, d'Athéna, de Poséidon dans les combats humains. L'idée, donc, c'est que les professeurs doivent croire à ce qu'ils enseignent. Sinon, s'ils enseignent des choses auxquelles ils ne croient pas, ils sont menteurs. L'idée, donc, c'est que si on veut enseigner la culture classique, on doit forcément être païen. Cette mesure, elle a des conséquences assez importantes face à l'enseignement, puisque les chrétiens se trouvent désormais face à un dilemme. Que faire? Et pour les parents, que faire pour l'éducation de leurs enfants? L'idée, c'est que si vous retirez vos enfants de ces écoles de rhétorique, vos enfants n'auront plus accès à la paideia et à cette formation, à cette éducation, qui est pourtant essentielle. Et de fait, si vos enfants n'ont pas accès à cette paideia, ils sont de fait exclus des postes clés qui sont associés à la paideia, notamment des carrières judiciaires, carrières d'avocats, de juges, de magistrats. Ce qui pose un problème collatéral, qui est donc que l'État, l'appareil d'État, s'expose à devenir entièrement païen.
puisque s'il faut passer par une école de rhétorique pour être un fonctionnaire de l'Empire, et que ces écoles de rhétorique n'enseignent que le paganisme et ne font intervenir que des professeurs païens, de fait, l'appareil d'État risque de devenir entièrement païen. Face à cette tension et à ce contrôle païen de l'enseignement, comme vous pouvez l'imaginer, les chrétiens vont résister et vont mettre en place une culture pédagogique chrétienne. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut créer une paideia chrétienne? Pour ça, les chrétiens vont mettre en place un enseignement qui est à la fois fondé sur la culture classique, et donc qui fait intervenir la rhétorique et la philosophie, et qui, en même temps, diffuse la théologie chrétienne. Et là, on parle de deux personnages essentiels, qui s'appellent Apollinaire de Laodicée. Alors, le père et le fils s'appellent pareil, donc on les appelle Apollinaire père et Apollinaire fils. Ces deux personnages viennent de la ville de Laodicée, donc c'est en Syrie, et ils vont donc essayer de contourner ce problème des écoles d'État en créant un enseignement chrétien qui reprend le fonctionnement de la paideia, mais uniquement son fondement culturel. Et là, c'est essentiel. Ça met en place donc l'idée qu'on peut séparer le fondement culturel et le fondement cultuel de l'enseignement. Évidemment, c'est le présupposé de notre enseignement moderne. Les deux Apollinaires vont mettre en place des stratégies assez originales. En fait, ils vont utiliser toutes les armes de l'enseignement classique, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique, la philosophie, en les transposant à la lecture des textes chrétiens. Par exemple, Apollinaire fils va réécrire tout le Nouveau Testament sous forme de dialogue philosophique, à la manière des grands discours de Platon. Dialogue comme le banquet, les nuées, tout ce que vous voulez. Si vous lisez Platon, ça ne vous aura pas échappé que les discours de Platon se présentent sous la forme de dialogue philosophique qui oppose deux points de vue incarnés par deux personnages. Apollinaire réécrit le Nouveau Testament pour en faire des dialogues platoniciens. Ce type d'expérience littéraire montre qu'on aboutit à une distinction qui traduit un souci de culture commune. Donc il existe une culture commune qui est en effet née dans un contexte païen, mais qui est toujours d'actualité dans un monde chrétien. Cette culture commune, elle repose sur un langage commun et sur une capacité à recourir à un mode de pensée structuré dès l'Antiquité. Donc le cadre de pensée, celui par exemple du discours platonicien, ce cadre est gardé et il est toujours d'actualité. En revanche, il est bien sûr différent dans son contenu et différent sur le plan religieux. Bon, dans la réalité, cette mesure de transformation païenne de l'appareil pédagogique a eu un impact très limité. Pour la simple et bonne raison que, comme vous allez le voir, le règne de Julien a été très court. Et donc, il n'a pas eu vraiment le temps de faire appliquer ces mesures. Mais c'est intéressant, surtout du point de vue des chrétiens, dans une réflexion sur la mise en place d'une pédagogie chrétienne qui passe tout de même par le respect de la tradition intellectuelle qui est celle du paganisme, mais qui est désormais vidée de son sens religieux. Julien propose une réforme du paganisme. Donc il veut réintroduire le paganisme, mais un paganisme transformé. En effet, Julien, comme je vous l'ai expliqué, a lui-même été chrétien. Et pendant le temps où il était chrétien, il a observé
certains phénomènes qui, selon lui, expliquent le succès du christianisme. Et donc, il existe des atouts du christianisme qu'on peut éventuellement détourner pour en faire des atouts du paganisme. Selon lui, l'un des principaux aspects qui expliquent le succès du christianisme, c'est la question de la charité. Il explique que le succès des chrétiens vient surtout du fait que les chrétiens sont les seuls dans l'Empire à se préoccuper des pauvres, des délaissés, à leur fournir de la nourriture, des vêtements, et que, en fait, le christianisme arrive à drainer tous les laissés-pour-compte de la société, qui représentent quand même une part non négligeable des habitants de l'Empire. L'idée de Julien, c'est donc que les païens doivent également s'occuper de charité. S'ils veulent pouvoir faire concurrence de manière efficace aux chrétiens, ils doivent prendre en charge aussi ces actions charitables. Julien a aussi observé que les clercs chrétiens se signalaient souvent par une forme de rigueur morale qui crédibilisait leur action. Et ainsi, il va exiger que les prêtres païens fassent preuve de la même dimension ascétique que certains chrétiens. Tout ça suppose de créer un cadre étroit pour l'encadrement donc, des païens, et ça suppose de mettre en place une sorte de clergé païen qui jusque-là n'existait pas, et de formaliser, notamment de manière territoriale, l'encadrement des fidèles païens. Ça suppose donc que les prêtres païens sont appelés à devenir des sortes de professionnels du culte, comme les prêtres chrétiens, et ça suppose qu'ils ne doivent se consacrer qu'à leur mission religieuse. Et ça, c'est tout à fait nouveau, puisque vous vous rappelez que dans la religion romaine traditionnelle, les gens qui célèbrent les rites sont en fait les magistrats, ou les gens dans leur maison, ou les gens dans leur quartier, bref, monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a donc pas de clergé au sens strict dans le paganisme, puisqu'il n'y a pas de structure où ces gens auraient uniquement des fonctions spirituelles. L'idée de Julien, c'est justement de créer un clergé païen, sur le modèle du clergé chrétien. Donc des gens qui se consacreraient uniquement aux questions spirituelles et qui traduiraient leur engagement spirituel par un rôle d'encadrement des fidèles, de célébration des rites, et par une rigueur morale qui permettrait de leur donner une crédibilité auprès des fidèles. Donc, il crée des exigences nouvelles pour les païens. Or, en juillet 362, Julien entre et s'installe à Antioche. Donc, il quitte la partie occidentale de l'Empire et s'installe en Orient. Il s'installe en Orient parce qu'il a dans l'idée d'aller mener toujours des campagnes contre les Perses, et donc il s'installe dans la partie orientale de l'Empire pour être au plus proche de l'Empire perse. Là, installé à Antioche, il va essayer de faire appliquer son nouveau paganisme et s'inscrit donc dans un grand projet civilisationnel, puisque en tant que défenseur de la culture traditionnelle, Julien souhaite se placer dans la continuité d'Alexandre le Grand, qui reste quand même le modèle indépassable du conquérant, et cette volonté donc de conquête de l'Empire perse traduit sa volonté de renouer avec une figure classique qui est celle d'Alexandre. Je rappelle qu'Alexandre est le seul personnage dans l'Antiquité qui soit allé le plus loin à l'est, puisqu'Alexandre est allé jusqu'au fleuve de l'Indus, c'est-à-dire en Inde actuelle. Donc ça reste le modèle indépassable du conquérant.
Donc Julien, pour toutes ces raisons, s'installe à Antioche, ce qui va donner lieu à des incompréhensions de la part des chrétiens, mais aussi des païens. Donc son plan de restructuration du paganisme va être un échec complet parce que les païens eux-mêmes ne vont pas comprendre cette nouvelle évolution de leur religion. De fait, Julien va faire pratiquer de très nombreux sacrifices, à tel point que ça va devenir une source de moquerie dans les pamphlets. Et on va expliquer qu'on n'arrive pas à trouver suffisamment de bœufs pour faire des sacrifices. Et on va dire aussi que les soldats de Julien, qui sont installés avec lui autour d'Antioche, n'arrivent même plus à se déplacer tellement ils sont gavés de viande des sacrifices. Bref, tout ça vous montre qu'il y a une démultiplication délirante de la pratique sacrificielle qui passe d'autant plus mal que la région d'Antioche se trouve à ce moment-là dans un contexte de famine. Donc il y a de gros problèmes d'approvisionnement, la population meurt de faim et l'empereur fait célébrer des sacrifices en très grand nombre, ce qui évidemment retourne l'opinion publique contre lui. Par ailleurs, tous les païens ne sont pas favorables à Julien, qui va se les mettre à dos d'abord en faisant supprimer certaines fêtes populaires et en mettant en place des règles morales, ascétiques, très strictes, puisque son objectif, c'est de ramener une rigueur morale parmi les pratiques païennes. Il va notamment faire supprimer une fête populaire dans laquelle il s'agissait donc en fait d'une fête associée à un fleuve et à la natation, lors de laquelle des jeunes filles se baignaient nues dans un fleuve. Julien va dire que ce type de fête est tout à fait contraire à la morale et doit être supprimé. Donc en fait, il va éliminer de la culture païenne tout ce qui relève de la religiosité, disons, populaire, mais qui sont des moments de grandes fêtes populaires qui donnent lieu à des réjouissances et à cohésion de la population. En supprimant ces fêtes, qui font aussi partie de la religion traditionnelle, il va se mettre à dos une partie de la population. Par ailleurs, Julien, qui souhaite donc avoir une sorte de groupe de païens d'élite, va interdire plusieurs pratiques dans une idée de purification des mœurs. Notamment, il va prôner un refus très fort de la sexualité. On pense d'ailleurs que Julien lui-même n'a jamais consommé son mariage. Et ce type de mesures liées à une vie morale stricte ne va pas du tout plaire à ses concitoyens. À cela s'ajoutent plusieurs affaires qui vont donner lieu à des scandales, dont le plus célèbre est l'affaire dite de Daphné. Alors, le site de Daphné est situé à 6 km au sud d'Antioche, et se trouve à Daphné un grand temple d'Apollon, mais aussi un sanctuaire chrétien, où sont conservées les reliques du martyr Babylas, qui est un martyr local. Bon. Julien demande qu'on retire les reliques du saint qui souillent le sanctuaire du dieu païen Apollon. Selon les chrétiens, les reliques sont le signe du sacrifice du martyr et un moyen d'accéder à Dieu, puisque se développe la pratique du culte des reliques, l'idée étant que si vous priez un saint à travers ces reliques, le saint peut vous aider à partager la grâce qu'il a reçue de Dieu, et donc vous aider dans votre propre pratique spirituelle. Il semble que ce soit le prêtre d'Apollon qui ait suggéré qu'on déplace les reliques. Toujours est-il qu'en octobre, les reliques sont transférées ailleurs, ce qui donne lieu à un scandale auprès des populations chrétiennes. Et quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, le temple d'Apollon brûle, vraisemblablement incendié par des chrétiens en colère qu'on ait déplacé les reliques.
Julien, il voit bien sûr l'intervention des chrétiens et décide de prendre des mesures de répression strictes contre les chrétiens. Notamment, il fait fermer la grande église d'Antioche. Il ferme les yeux sur les pillages qui ont lieu dans toutes les églises à la suite de cet épisode. Et s'il ne pratique pas de percussion en tant que telle, il laisse libre cours à toutes les violences contre les chrétiens. Ces violences, elles deviennent incontrôlables, si bien que face à Julien s'élève une incompréhension à la fois d'une partie des païens et un rejet complet de la part des chrétiens. Julien multiplie ensuite les mesures antichrétiennes. La première mesure, c'est l'interdiction de célébrer les obsèques en plein jour. Alors nous, ça nous paraît sans doute très étrange, mais désormais, on ne peut enterrer les gens que la nuit. Pourquoi ? Parce que ça vise explicitement les chrétiens. Jusque-là, les obsèques avaient lieu en fait la nuit dans la culture païenne. Mais les chrétiens avaient pris l'habitude de célébrer les obsèques en plein jour au nom d'une logique d'espérance, d'espoir en la résurrection, qui passe par une association avec la lumière et suppose donc de pratiquer la cérémonie en plein jour. Julien oblige toutes les cérémonies à être pratiquées la nuit, ce qui, de fait, vise les chrétiens. Par ailleurs, Julien va écarter tous les chrétiens des postes de l'administration et désormais les nominations vont considérer l'appartenance religieuse. C'est-à-dire qu'il y a une enquête religieuse lors de la nomination des différents fonctionnaires. Il y a aussi d'autres épisodes plus symboliques, mais qui ont une incidence concrète. Par exemple, il va demander à ce qu'on asperge les étals des marchés avec de l'eau lustrale, c'est-à-dire de l'eau sacrée, de telle sorte que les païens ne peuvent plus faire leurs courses au marché, les chrétiens, parce que tous les produits vendus au marché sont recouverts de cette eau païenne qui est aspergée sur les étals. Ce qui, bien sûr, va les placer dans l'embarras, puisqu'ils ne peuvent plus ni acheter ni consommer les biens du marché. Toutes ces mesures, elles posent la question d'une éventuelle persécution. Est-ce que Julien est un empereur persécuteur ? Alors, je vous laisserai lire tout ça tranquillement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les chrétiens eux-mêmes indiquent que Julien n'est pas un empereur persécuteur, au sens où il n'a jamais pris d'édit ou de mesures qui mettaient en place une persécution générale. Ce qu'indiquent les auteurs, et notamment ce qu'indique Grégoire de Nazianze, c'est qu'il n'a même pas eu besoin de passer par des mesures légales pour persécuter les chrétiens. Il s'agit donc d'une persécution qui n'en a pas le nom, qui n'en prend pas la forme administrative, mais qui, dans les faits, conduit à l'élimination de nombreux chrétiens. C'est ce que dit Grégoire à la fin de ce texte. Il y parvint sans publier de décision officielle, mais il se contente, en ne réprimant pas les attentats, de conférer à sa volonté la force d'une loi non écrite. Donc, une persécution qui ne dit pas son nom, parce qu'elle ne prend pas la forme d'une mesure légale et générale, que serait celle, par exemple, d'un édit, mais dans les faits, Julien encourage et prend des mesures anti-chrétiennes et encourage les violences qu'il ne réprime pas, ce qui donne lieu à une sorte de persécution spontanée qui naît des païens dans différentes communautés. Simplement, pour terminer, le règne de Julien va s'arrêter rapidement,
puisque au printemps 363, il se lance dans son grand projet de campagne contre les Parthes, qui est un échec, puisque dès le mois de juin, il est tué dans les combats. Si bien qu'on se pose la question de sa succession. On propose, plutôt les troupes de Julien proposent le pouvoir au fameux Sallustius, le païen devenu préfet du prétoire, qui refuse le pouvoir. On choisit finalement Jovien, qui est un chrétien mais mesuré, qui accepte mais qui est rapidement assassiné. Et finalement, c'est en 364 que la question est résolue et voit l'avènement d'un nouvel empereur, qui est Valentinien Ier, dont on parlera une prochaine fois. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, et je rappelle que pour le contrôle continu qu'on fera en TD, il faut prendre en compte dans vos révisions le cours d'aujourd'hui, que certes nous n'avons pas fini, mais où nous avons fini ce qui concerne Julien, et j'indique, à tout hasard, que peut-être il serait judicieux de réviser ce qui concerne l'empereur Julien en vue du contrôle continu. Voilà. Sachant que chaque groupe de TD a un sujet différent, donc tout le monde ne sera pas interrogé sur la même chose, mais dans l'idée que peut-être vous allez vous refiler les sujets entre les différents groupes, ça n'est pas la peine puisque tout le monde a un sujet différent. Je rappelle que le devoir prend la forme d'un commentaire de texte en plan détaillé avec intro et conclusion rédigées, et qu'il y a sur Moodle une fiche qui vous donne cette information avec une liste des révisions à faire. Voilà.